Terrae, vers la Terre, est une manga de science-fiction de Gekko Tekemiya paru dans le magazine Gekken Manga Shonen entre 1977 et 1980. Terrae se déroule dans un futur plus que lointain. Au 31e siècle, l'humanité a quitté la Terre, devenue trop instable et polluée pour maintenir une population viable. Disséminés dans de nombreuses colonies et bases spatiales, les humains sont régis par un système politique et social fondé sur la logique et la perfection. Tous les humains naissent en éprouvette, choisis et sélectionnés pour leur qualité génétique, pour être par la suite confiés à des parents d'adoption jusqu'à leurs 14 ans. Les erreurs du passé ne doivent pas être répétées, et seule la perfection génétique d'une race supérieure peut ramener l'humanité sur la Terre. Au cœur de ce système, Mère, un super ordinateur, guide l'humanité. L'histoire suit Johnny Markissin, un adolescent de 13 ans vivant sur la colonie d'Axtaracia sur la station E1077. Garçon physiquement parfait, mais plutôt rebelle et agité, il est hanté dans ses rêves par d'étranges visions et voyant toujours la même jeune femme aveugle et le même homme parlant de l'avenir du peuple mu. Un rêve trop récurrent pour n'être que le fruit du hasard. Le jour de son contrôle de la maturité, à ses 14 ans, qui fera lui un homme, il apprend que la mémoire de tous les enfants est effacée afin de faire d'eux de meilleurs adultes coupés de tout lien affectif. Aidé par un mystérieux soldat, il s'échappe et se retrouve au sein de la communauté mu, une espèce mutante d'humains. Désignés comme leur futur chef, il lui incombe de les mener vers la Terre, quitte à rentrer en conflit avec leur sœur l'humanité. Bien que peu connue en Occident, Gekko Tekemiya fait partie des grands noms de la manga. Comme Ryoko Ikeda ou Moto Hashio, elle est une des fondatrices du groupe de la 24 et une des membres qui a connu le plus de succès. Devenue une icône de la manga avec Kaze Toki no Uta, l'ascension du vent et des arbres, elle est une des premières mangaka à avoir ouvertement traité d'homosexualité dans ses œuvres, au point de créer une toute nouvelle discipline de manga, le shonen ai, l'amour entre jeunes garçons. Terrae a fait d'elle un nom majeur dans l'industrie. En plus d'un immense succès commercial, l'œuvre a été très bien accueillie par les critiques, qui lui ont décerné le tout premier prix Seun de la manga de science-fiction de l'année en 1978, prix que des œuvres comme Dune, Hyperion, Nausicaa et Kankato Sakura ont également remporté par la suite. Ainsi que le prix Shogakukan, un des plus prestigieux de l'industrie, en 1979, dans la section Shonen. Prix que Galaxy Express, Labu ou Dr. Slump ont aussi remporté dans les mêmes années. Tout ce succès lui a permis de se consacrer par la suite à multiples projets personnels. Si l'histoire vous semble plus que familière, c'est parce qu'elle a été contée un grand nombre de fois. Terrae s'inscrit parfaitement dans le courant des grandes œuvres de science-fiction des années 70. Avec des œuvres comme Zaradox, Fahrenheit 51, Soleil Vert, Logan One, Alphaville, Le Meilleur des Mondes, TSX 1058 ou Le Grand Papa, Metropolis 1984 et on pourrait même dire Star Trek. Comme dans ses illustres œuvres, Terrae nous place dans une société futuriste à l'apparence parfaite, risible à la raison, mais qui cache des secrets horribles. L'esthétique très propre, typique de la vision que cette époque avait du futur, l'archétype du héros marginal venant brasser la case trop propre de la société et le style psychédélique de Tekemiya trahit l'âge de la série, mais ce n'a rien un défaut. En centrant son récit sur des adolescents, Tekemiya dresse un parallèle en rien subtil sur la vision idéale que l'enfant porte sur le monde qui l'entoure et la dure réalité qu'il commence à percevoir une fois devenu adulte. Des êtres entre deux états, des chrysalides en formation, en questionnement et tout en pulsion. Les enfants de Terrae grandissent dans des cocons propres, certes rigides, mais où ils ont une enfance douce et heureuse. Mais ils doivent abandonner tout cela une fois adultes, sacrifiant leurs souvenirs, leur enfance et leurs rêves pour devenir des membres productifs et formatés de la société. Tout ce qui ne rentre pas dans ce moule, les rebelles, les marginaux, ceux qui osent poser des questions ou les handicapés, sont éliminés ou cachés sous terre. Ils viennent grossir les rangs des mus, loin du regard d'une humanité parfaite. L'œuvre pose la question de ce qu'est la définition d'un humain. Son corps, son esprit, ses sentiments, ou un mélange de tout cela. Mais est-ce qu'un humain est un humain sans émotion et sans sentiments? Ou le devient-il qu'un robot?
le précoce et plus que froid Kit Anyan, le meneur des forces de l'humanité, se retrouve confronté au sensible Johnny. La froideur de la raison contre la chaleur des sentiments. Le corps parfait contre la force de l'esprit. Les buts étant pour la plupart muets, mais en contrepartie télépathe et doué pour tout ce que l'esprit peut engendrer comme pouvoir. Mais un humain est-il un humain, c'est encore, en état au fond qu'un esprit? Car si les buts se reproduisent de façon naturelle, plutôt qu'en laboratoire, ils tirent leur puissance de leurs esprits, pas de leur corps. Malgré leur inhumanité, ils veulent tout autant que les humains retourner sur la Terre, mère nourrisseur pour eux aussi. Et malgré leur retour au final sur la Terre, il n'y a en conclusion ni gagnant ni perdant. Que deux visions menant la Terre à une conclusion funeste et ambiguë, comme bien des œuvres de cette époque. Ces questionnements n'ont rien de révolutionnaire, mais au sein d'une œuvre commerciale, pour un public adolescent, ils apportent une belle profondeur et une intéressante densité au récit entre deux batailles spéciales. Fort du succès de la série, Toei Animation, le plus gros studio d'animation nippon à l'époque, sortit leur adaptation en 1980. La réalisation de ce film de 115 minutes fut confiée à Hideo Honshi, un vétéran de la télévision japonaise, qui signa aussi le scénario avec le jeune Sikusa Seo. Ils ont simplement résumé les 1000 pages de l'œuvre originale, parce qu'au point de vue d'histoire, le film suit la manga sans aucun changement majeur. C'est la même histoire, mais racontée plus rapidement. Seule la fin diffère de la manga, en plus d'une scène interminable sur la planète Nazca, se transformant en Phèdre sans pêtre. Même si le film n'a été produit que 3 ans après le début de la manga, le réalisateur a donné un bon coup de modernisation à la représentation du futur. Ils ont modernisé le futur pour le rendre plus sobre esthétiquement et plus près de la vision que les années 80 vont apporter. Un futur plus réaliste et moins ostentatoire visuellement. Parce que sinon, malgré la qualité télévisuelle de l'animation, le film a bien vieilli et est soigné. Seule la musique de Masaru Saito verse parfois dans le mélo, gâchant un peu le bon travail cinématographique des plans. Car il faut reconnaître qu'Honshi a bien compris qu'il faisait un film et a su utiliser ses cadrages pour passer l'information visuellement différemment que ce que Takamiya faisait dans sa manga, qui utilisait plus de larges images où toutes les actions se mélangent et qui sont typiques des femmes mangaka. Mais la synthèse de l'histoire cause les principaux problèmes du film. En condensant l'histoire, ils ont évacué toute la réflexion que la manga apportait sur l'adolescence, la nature des humains et les limites du duel corps-esprit. Cet élément majeur apportait un bon contrepoids à l'action et des moments de pause et de lenteur intéressants. En nous privant de ces réflexions, l'œuvre se démarque nettement moins des titres de science-fiction similaires. Et pour résumer, ils ont remplacé beaucoup des scènes par des dialogues ou ont simplement retiré la scène. Ce qui donne qu'un personnage nous raconte ce qui s'est passé plutôt que de le voir. Dans un film ou une série télévisée et utilisé avec retenue, c'est un procédé astucieux qui peut fonctionner et qui sort de l'argent. Mais dans un film d'animation et surutilisé, ça devient lourd et donne un montage saccadé et parfois difficile à suivre. Les scénaristes ont aussi fait le choix étrange de minimiser les handicaps des muets. Alors que dans la manga, la quasi-totalité sont muets, bords, sourds, aveugles ou ont un ou plusieurs membres en moins, dans le film, ils sont normaux. Ils sont en fait des ordres épis de l'espace. Pas certain que ce soit un choix pertinent. C'est l'inverse pour Johnny, qui était un des rares muets sans handicap dans la manga, alors qu'il a le lourd tort d'être roux dans le film. Ou roux. Mais pourquoi? Simplement, pourquoi? Sans compter que la fin du film est bien plus positive et optimiste que la fin ambiguë à la lueur d'espoir vacillante de la manga. Encore une fois, ça enlève de l'originalité au film. Mais au final, Terae est un film divertissant qui respecte une œuvre importante au Japon et qui se veut une belle porte d'entrée à la découverte de sa version originale papier. C'est déjà très bien. Il existe également une série télévisée d'animation sortie en 2007 qui redonne un coup de jeune à l'histoire tout en respectant l'univers de Takemiya. Et Itsubi est blond, comme dans la manga. Arigato! 泣きネズミ、宇宙動物か。微量のテレパシーエネルギーを発しますので、バリアが張ってあります。手を触れないでくださいか。ジョニー・マーキス・シン、危険分子として処刑する。なぜ？僕がなぜ？ユニバーサルコントロールの命令だ。あいつと同時に逃げ込んで補助します。
構えて誰だ誰？撃て。素晴らしい跳躍でした。脚力だけであんなに飛べるなんて素晴らしい。テレパシー。おい、言葉を話せよ。すみません、僕は口が聞けないので。どこへ行くんだ？山を越えます。禁止されている。危険だ。あなたは追われてるんですよ。あれ？お前か。まあいいや、一緒に行ってみよう。しっかり聞いてください。今まであなたが地球だと信じていた星の正体。いや、だって僕は山の向こうは大人の社会だって。偽の知識です。すべて人間の管理体制が作った嘘です。危ない、先生。自動操縦に切り替えました。着陸。着陸？あっ！